Bonsoir. Grève générale ou pas? La question soulevée par Force ouvrière et illustrant une semaine sociale très dense, agitait ce matin le monde syndical et politique. Force ouvrière et la CGT, qui souhaitent organiser cette grève, attendaient la réponse des autres syndicats, mais ces derniers, la CFDT, la CGC, la FEN et la CFTC, ont préféré rencontrer d'abord le Premier ministre avant de prendre une décision. La réunion a eu lieu cet après-midi, elle a duré 3 heures. Claude Guénaud, Alain Thomas et Hervé Jacob étaient sur le perron de Matignon. En allant ensemble à Matignon cet après-midi, les leaders des 4 syndicats ne pensaient qu'à une chose, la grève générale lancée par Force ouvrière. Comment y échapper tout en gardant la tête haute? D'où cette démarche commune des 4 syndicats réformistes pour exiger d'Édith Cresson, le Premier ministre, une relance et un changement de politique économique. Une relance parce que 3 millions de chômeurs, ça mérite quand même qu'on prenne une politique adaptée à la situation. Vous croyez pas? Sans se faire trop d'illusions sur leur capacité à infléchir la politique du gouvernement, les 4 syndicats ont voulu aller jusqu'au bout de leur logique. À leur sortie, contre toute attente, les explications d'Édith Cresson les avaient sinon convaincus, du moins partiellement satisfaits. Nous avons franchi aujourd'hui indiscutablement une nouvelle étape. Nous en avons encore d'autres à franchir. Ainsi, Édith Cresson a saisi la perche tendue par les 4 syndicats. En portant un jugement plutôt positif sur les engagements du Premier ministre à prendre des mesures de relance, CFDT, CFTC, CGC et FEN ont ainsi déposé les armes. Je dis bien, aucun d'entre nous n'a parlé de grève générale, du moins jusqu'à présent. Du coup, Marc Blondel se retrouve isolé. S'il maintient son mot d'ordre de grève, il n'y aura plus que la CGT à ses côtés, et cela ressemble au piège qu'il voulait éviter. Alors précisément, on va retrouver Marc Blondel en direct de Nice. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de Force ouvrière. Vous avez, j'espère que vous m'entendez, oui, on vous voit à l'antenne demander un son plus fort, j'espère que ça va marcher. Marc Blondel, vous m'entendez? Oui, ça y est. Parfait. J'espère que vous avez suivi le reportage de Claude Guénaud à l'instant. Nous avons entendu les 4 syndicats annoncer qu'ils n'iraient pas à la grève générale. Quelle est votre réaction? J'ignorais que les 4 syndicats avaient annoncé qu'ils n'iraient pas à la grève générale. Ce que je savais pour ma part, c'est qu'aujourd'hui, après la rencontre, ils devraient en discuter. J'avais même, dans mes relations personnelles et officielles, indiqué que, le cas échéant, je retiendrais la date de la grève quelques heures pour que je l'annonce, pour qu'ils puissent, le cas échéant, nous suivre. Vous me dites qu'ils ne suivront pas le mouvement et qu'ils ne participeront pas à ce mouvement. J'en suis quelque peu étonné et d'une certaine façon assez navré parce que je pense que la situation méritait une autre réaction. Mais enfin, chacune des organisations est libre, bien entendu. Mais vous vous y attendiez, Marc Blondel? Non, je vous assure que je suis sincère quand je dis que je pensais que l'importance de la situation, la dégradation de l'emploi, le fait qu'il y ait 3 millions de chômeurs annoncés, et cette espèce de fatalisme qui fait que tout le monde s'y habitue devait, selon moi, conduire à une réaction plus nette, à un électrochoc, afin d'obtenir un infléchissement de la politique économique. J'ignore ce qu'ont dit mes collègues sur ce qu'ils ont obtenu de la conversation avec Mme Cresson. J'ai l'impression, si les informations sont bonnes, qu'il y aurait mercredi prochain l'annonce d'un plan emploi dans lequel il y aurait 7,5 milliards de débloqués. Alors Marc Blondel, je vous précise justement le contenu des mesures annoncées par Édith Cresson. Le gouvernement annonce un plan de 30 milliards de francs pour le soutien à l'industrie et la lutte contre le chômage. Est-ce que cette mesure vous satisfait? Écoutez, si les 30 milliards sont effectivement 30 milliards pour le soutien à l'industrie, alors là, effectivement, ça mérite une discussion. Maintenant, si c'est 7,5 milliards, comme on me l'avait dit tout à l'heure, et surtout 7,5 milliards pour les exonérations de cotisations pour le premier emploi, eh bien, effectivement, ça ne répond pas à l'enjeu. L'objectif pour nous était l'infléchissement de la politique économique. Alors, si effectivement le ministre annonce un infléchissement, qu'on le transfère immédiatement dans le budget de l'État, et là, je suis prêt à regarder les choses. Alors, je vous le confirme, tout va très vite, on l'apprend en ce moment même, c'est 7,5 milliards pour le plan emploi, je vous le confirme. Oui, pour le plan emploi, donc en fait, c'est quelque chose de curatif. Or, l'objectif de la grève que nous lançons, c'est de demander à la politique économique de ce gouvernement d'être plus orientée vers l'industrie, compenser notre déficit industriel, ce qui est nécessaire à la veille de l'Europe. C'était ça l'objectif d'abord. D'accord. Marc Blondel, vous maintenez votre mot d'ordre de grève générale pour le 24 octobre? Écoutez, Monsieur Amar, je viens de l'annoncer à la presse et je viens de l'annoncer devant nos militants niçois.
avant de changer de position, et pour l'instant, il faut que je regarde les choses, mais je vous indique que pour l'instant au moins, j'ai la vanité de croire que la volonté de faire grève de Force ouvrière est pour quelque chose dans ce genre de décision, mais je veux vérifier pour ma part si elles sont concrètes. Ça fait une drôle d'alliance avec la CGT. Il n'y a pas d'alliance avec la CGT. La CGT a annoncé tout simplement qu'elle suivrait un mot d'ordre de grève si nous le lancions. Et écoutez, les travailleurs, moi, je ne regarderai pas s'ils sont CGT, CFDT, CFTC ou CGC demain, s'ils manifestent et s'ils font grève. Merci Marc Blondel d'avoir répondu en direct de Nice à nos questions. Cette grève générale du 24 octobre ne va pas faciliter en tout cas la tâche du gouvernement qui a déjà fort à faire avec les agriculteurs. Les CRS et les préfets ont eu droit à une nouvelle nuit d'insomnie dans de nombreux départements. Et cet après-midi à Clermont-Ferrand, Michel Charasse était attendu. Les agriculteurs sont en effet venus en masse pour interpeller le ministre du Budget. Jamais ils n'ont pu l'approcher, mais uniquement parce que les forces de l'ordre faisaient tampon avec un déploiement impressionnant. Reportage FR3 Clermont-Ferrand, Jean-Pierre Mangelas et Jean-Pierre Roll. Encore une fois, les agriculteurs ont tenu à marquer dans le calme leur présence sur le terrain à l'occasion de l'inauguration de nouveaux équipements de la société des eaux Sémérap. Face à face, une centaine de céréaliers de la Limagne et les gendarmes mobiles. La tension est extrême de part et d'autre. Les agriculteurs ne veulent pas gâcher l'inauguration de la Sémérap, eux qui ont toujours souhaité l'implantation d'entreprises en milieu rural. Mais le déploiement de forces, disproportionné selon eux, quelques 300 gendarmes mobiles et 2 véhicules blindés légers pour repousser les manifestants, n'est pas pour apaiser les esprits. Non, nous ne sommes pas à la frontière serbo-croate, mais bien à Jos dans le Puy-de-Dôme. À 17 h, Michel Charasse arrive. Visite, cocktail et allocution se déroulent sans incident. Le ministre du Budget refuse fermement de répondre aux questions concernant les agriculteurs. Vous ne vous intéressez qu'à la mascarade, c'est pas mon cas, lâchera-t-il simplement aux journalistes. À 18 h, le ministre est reparti. Cette fois-ci, il n'y a pas eu d'affrontement. Un nouveau front s'ouvre demain pour, ou plutôt contre le gouvernement. Enseignants, parents d'élèves, étudiants et lycéens vont manifester à Paris. Ils réclameront un effort plus important en faveur de l'éducation. Peut-être rencontreront-ils sur leur passage les infirmières et les assistantes sociales qui continuent de camper à quelques pas de l'hôtel Matignon et du ministère de la Santé. Voilà pour le programme de samedi. Quant à dimanche, il y aura 2 rassemblements très différents l'un de l'autre, opposés même. Un rassemblement black, blanc, beurre avec un couscous de la fraternité et un rassemblement bleu, blanc, rouge. Là, le menu n'est pas annoncé, on peut l'imaginer. C'est Jean-Marie Le Pen qui l'a composé et qui ne se contente pas de présider les meetings. Son parti s'infiltre de plus en plus et de mieux en mieux dans la société française. Et l'un des appareils mis en place au Front National pour débaucher des électeurs, c'est le Cercle National des retraités, des stewards ou des agriculteurs. Ces associations permettent d'infiltrer des professions pour gonfler plus tard les rangs du parti de Jean-Marie Le Pen. Charles Sanviti, Joseph Tual et Laurent Pelletier ont voulu connaître leur influence. Un chef aux allures martiales et surtout un parti organisé comme une armée. L'appareil, on lui doit tout, lui ne doit rien. Ici règne ordre et discipline. Côté court, pour la vitrine, des énarques, des scientifiques, bref des signatures. Et côté jardin, des mèches lentes. Leur nom, les cercles nationaux. Ils sont partout, 30 au total, tous dans la mouvance du Front National. Pilotes de ligne, commerçants, retraités, fonctionnaires, agriculteurs, à chacun son cercle, façon association, loi 1901. On cotise 1500 francs par an pour un commandant de bord, 100 francs pour un retraité, avec en prime un journal interne. Né, voilà 6 ans, le parrain des cercles, c'est lui. Mon objectif, c'est d'élargir dans les milieux les plus divers le corps électoral du Front National, par exemple. Pour les taxis, c'était très bête. L'endroit où il y a le plus de taxis, c'est les aéroports. Ben, on avait mis quelques affiches qui n'étaient pas du tout déchirées par personne, et à partir de là, on a eu des adhérents. Mais on s'est aperçu que ces adhérents pensaient comme nous. Bon, alors c'était les mêmes qui parlaient aux mêmes, ça ne servait plus à grand-chose. Bref, on dissout le cercle une fois les adhérents ralliés. La stratégie est claire, attirer puis convertir. Dernier gisement en vue, les écologistes. L'OPA a commencé, sergent recruteur, Ali Kalinberg. Les sociétés animales sont des modèles purs
pour l'homme. Quand on n'a pas de réponse aux questions qu'on se pose sur l'organisation sociale, sur la manière d'élever les enfants, surtout, on trouve les réponses dans les sociétés animales qui sont des sociétés saines. Aujourd'hui, les cercles revendiquent 15 000 adhérents. Le Front National espère capter un tiers d'entre eux. Aujourd'hui, par tous les moyens, Jean-Marie Le Pen tisse sa toile. Cette montée de l'extrême droite inquiète de nombreux Français et de nombreux hommes politiques à gauche comme à droite, si bien que l'idée d'une coalition anti-Le Pen fait son chemin, mais elle divise le PS. C'est l'un des dossiers sensibles qui seront abordés dès demain lors du comité directeur du PS. On parlera aussi d'un éventuel changement de mode de scrutin ou encore des divergences sur le plan économique. On peut donc s'attendre à des discussions très agitées. Daniel Sportiello. François Mitterrand sème le trouble chez les socialistes depuis qu'il a lancé l'idée d'un parti de la réforme, une sorte de coalition anti-Le Pen dans laquelle pourraient se retrouver des républicains de gauche et de droite. L'idée a été relayée par Pierre Bérégovoy, ce proche du président. Les socialistes y voient une grande manœuvre élyséenne pour les législatives de 93 qui tendrait à les diluer entre écologistes et centristes ralliés à la France unie de Jean-Pierre Soisson. Devant ce risque de banalisation du PS, la levée de bouclier est générale. Elle va des amis de Lionel Jospin au trublion de l'aile gauche du PS. Je crois que l'erreur serait d'en rester à ce premier tri, c'est-à-dire de dire il y a d'un côté le Front National et puis de l'autre côté les Républicains. Et les Républicains se mélangent, alors, droite, gauche. Ce serait une erreur grave, me semble-t-il, parce que viendrait le moment où les Français se diraient bon, mais si on ne veut pas cela, c'est les autres. En démocratie, il faut qu'il y ait les majorités des oppositions claires. Et tout ce qui est nébuleuse ne fait que renforcer les extrêmes. Et il faut éviter les confusions, sinon les électeurs ne comprennent plus et ne voient pas quelle est l'utilité de voter. Devant tant d'inquiétudes, Pierre Mauroy, le premier secrétaire du PS, a dû s'employer à expliquer les tenants et aboutissants de la pensée présidentielle. Le président de la République lui-même a tenu à faire savoir aux membres du bureau exécutif que le Parti socialiste est la force et le pivot qui pour organiser ce rassemblement. Pour le reste, le Parti socialiste, il n'est pas anti-accord du tout, et puis je ne sais pas quelle stratégie qui serait différente de la part du président de la République. Les socialistes aimeraient être convaincus, mais l'insistance avec laquelle Pierre Mauroy réclame une dose de proportionnelle pour les législatives de 93 ne contribue pas à lever leurs doutes. Sur la modification du mode de scrutin, les rocardiens, et ils ne sont pas les seuls à y être hostiles, sont décidés à engager une partie de bras de fer. Elle pourrait commencer demain au comité directeur. On l'a appris il y a quelques minutes, le Conseil d'État se prononce contre l'expulsion de l'opposant marocain Diouri. Il rejette donc le pourvoi du ministre de l'Intérieur. C'est un revers pour Philippe Marchand. C'est en effet lui qui en avait appelé à l'arbitrage du Conseil d'État. Abdelmoumen Diouri, expulsé en urgence absolue, avait passé 3 semaines au Gabon. Cet opposant marocain pourra donc rester en France comme réfugié politique, pour le moment en tout cas. Caroline Sins, Raymond Sardabi. À 15h15, dans la salle des contentieux, les réquisitoires commencent. Fait exceptionnel, les avocats du ministère de l'Intérieur et de la Défense vont plaider. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, le ministère fournit des preuves, une quinzaine de notes de police. Ce qui apparaît décisif pour expulser Diouri en urgence absolue est un projet de voyage en Libye en juin dernier. Diouri est décrit comme étant un trafiquant d'armes et un islamiste convaincu. Quant à la défense, elle remet en question les preuves fournies par le ministère. Des notes de police non signées à la limite de la légalité, ajoutera-t-elle. Un avis suivi par le Conseil d'État, Moumen Diouri ne sera pas expulsé. Sincèrement, je m'attendais à cette décision. J'ai toujours cru en la justice française. Je pense que je voudrais quand même dire une chose. La décision du Conseil d'État fera école et sera une leçon de justice et de démocratie pour les pays qui la bafouent et qui la violent. Je veux parler du Maroc. C'est tout ce que j'ai à dire. Une décision spectaculaire et importante prise par un autre Conseil d'État, celui de l'Union soviétique. Le trop fameux KGB a été dissous. Le KGB avait joué un rôle très important lors de la tentative du coup d'État contre Mikhail Gorbatchev le 19 août dernier. Là, vous voyez des recherches faites à l'intérieur du KGB à l'issue de cette tentative du coup d'État. Le KGB donc n'existe plus, la CIA va s'ennuyer.
L'Europe incrédule et impuissante face aux problèmes yougoslaves. Hier à La Haye, les 12 pensaient avoir obtenu le retrait de l'armée fédérale des territoires croates. Aujourd'hui, toujours à La Haye, la nouvelle a été démentie par le ministre de la Défense yougoslave. Sur le terrain, même hésitation. Le cessez-le-feu est globalement respecté, mais des accrochages sérieux ont lieu. Un convoi de la CE a même été attaqué près de Vukovar. Morad Aitabouche. Sur la route de Vukovar, à 150 km à l'ouest de Belgrade, le convoi d'aide humanitaire de la CE, longue file de véhicules, le chef de mission décide de s'arrêter dans ce village, Nustar, village contrôlé par l'armée fédérale, la presse et du voyage. Ambiance tendue. Tentative d'intimidation, panique générale, tout le monde cherche un abri. Plus de peur que de mal, l'armée yougoslave va fouiller le convoi. Les militaires affirmeront avoir trouvé dans les camions du matériel non humanitaire. Le responsable de la mission dément et déclare si ce convoi n'arrive pas à destination, il n'y a pas de raison pour que les observateurs de la CEE restent dans ce pays. Le convoi pourra repartir pourtant, mais il ne sera pas autorisé à entrer dans Vukovar, objectif initial. Le cessez-le-feu en Yougoslavie est plus que jamais fragile. Et l'on vous propose notre second reportage sur le Sahara occidental pour la première fois. Une équipe de télévision a pu à la fois rencontrer des familles de disparus sahraouis, mais surtout des prisonniers marocains. Certains sont détenus par le Polisario depuis plus de 10 ans. C'est le cas d'un officier, le petit-neveu du Pacha de Marrakech. Il avait été laissé pour mort sur le champ de bataille en 81. Jean-Claude Perper et Philippe Poncet l'ont retrouvé. Rodage a 18 ans. Comme toutes les filles ici, après l'école, elle participe aux tâches ménagères de la famille. Mais la famille de Rodage est réduite à ses tantes, les 3 sœurs de son père, Ahmed Ould Lemahadel, arrêté en 1976 par la police marocaine et disparu depuis dans les prisons royales. Rodage alors avait 3 ans. De ce père, il ne lui reste que ces quelques lignes d'état civil sur un passeport établi par l'ex-colonisateur espagnol. Cruauté du destin, la famille a dû arracher aux documents la seule image qu'elle possédait du disparu. Nous avons dû donner la photo aux organismes qui recherchent les disparus. Dans mon souvenir, il était grand, enfin assez grand et brun. Il était calme. Les prémices encore fragiles de la paix raniment l'espérance, écrasée par 15 années de silence. Bien sûr, la paix, c'est l'indépendance, la fin des souffrances. Pour moi, ce sera la joie de connaître enfin mon père. Si Dieu le veut, il est encore vivant. Quelque part dans le désert, derrière des portes de fer, d'autres espèrent aussi. Ce sont les prisonniers marocains capturés par le Polisario. Ceux-là ne sont pas des disparus, leur existence est connue des organismes internationaux et ils reçoivent du courrier. Mais leur drame n'en est pas moins réel. Beaucoup sont là depuis 10, 12, 15 ans. Parmi les spectateurs de la partie de foot qui oppose les plus jeunes, le capitaine El Glaoui, petit-neveu du Pacha de Marrakech, laissé pour mort sur le champ de bataille. Dans son épreuve, il a puisé une force de caractère peu commune. Il ne faut pas être égocentrique et égoïste, penser uniquement à soi, à sa famille. Il y a des gens qui souffrent des deux côtés. Le plus grand, il a 1 année et demie, il est âgé de 18 mois. Et le petit, il est né après moi, parce que ma femme était enceinte, je l'ai laissé enceinte. Et il a maintenant 10 ans. Ils sont scolarisés tous les deux. Ce qui fait que le petit, je ne le connais pas beaucoup. Je ne l'ai pas vu. Il avait 3 ans. Elle a 16 maintenant. Elle n'était pas encore scolarisée. Elle est à 2 années du bac. Aujourd'hui, pour tous ces hommes, l'espoir renaît, douloureux et angoissant, palpitant comme ces mains qui effleurent les images lointaines de la vie confisquée par la guerre. Robert Papin résume les autres événements du jour. En Gironde, un avion de tourisme s'écrase, les 4 passagers ont été tués. Le prince de Polignac survolait les vignes de sa propriété en compagnie de 3 autres personnes. L'avion, qui se trouvait à basse altitude, a heurté une ligne de haute tension.
Des jeunes touristes allemandes victimes des pirates de la route à Marseille après une course-poursuite. L'une est décédée, les 3 autres sont blessés. Des inconnus ont percuté à plusieurs reprises l'arrière de leur véhicule. La conductrice allemande a fini par perdre le contrôle de sa voiture qui s'est écrasée 15 mètres en contrebas de cette passerelle d'autoroute. Arrestation du chauffard à l'origine de la mort des 2 adolescentes qui circulaient sur un cyclomoteur mardi soir à Vitrolles. L'homme, âgé de 55 ans, roulait sans assurance. Les traces de peinture relevées sur sa voiture proviennent bien du cyclomoteur des 2 jeunes filles. Il a été inculpé et écroué à la prison de Luynes. La France a un point, un seul de l'Euro 92, il s'agit de football. L'équipe de Michel Platini peut se contenter demain de match nul face à l'Espagne à Séville. Et seul véritable changement dans la composition de l'équipe, l'arrivée de Luis Fernandez qui remplace Sosé blessé, mais surtout le grand retour de Cantona, écarté de la sélection jusqu'alors pour cause de blessure. Didier Chaumont et Laurent Pelletier. Invaincus depuis 17 matchs, les tricolores poursuivent leur belle aventure dans cette phase qualificative de l'Euro 92. Un capital confiance au Zénith, l'équipe de Michel Platini devrait samedi soir à Séville se libérer totalement, se faire plaisir face à un groupe espagnol qui ne va pas très fort. Le football ibérique en pleine crise, sursaut d'orgueil, une équipe malgré tout à prendre au sérieux. Le sélectionneur et les joueurs vont vouloir à tout prix se racheter, jouer contre une bonne équipe européenne qui est invaincue depuis 3 ans. Ils vont jouer chez eux, avec l'orgueil espagnol est très important, ils vont tout faire pour nous battre. À nous à savoir que si on y va décontracté, on va prendre des coups, on va prendre des buts et on va passer à travers, et il vaut mieux pas. Les Français voudront assurer le point qui leur manque pour mettre le cap sur la Suède en juin prochain. Pour ce faire, Michel Platini a reconduit son équipe type à forte coloration marseillaise. Seul changement, l'arrivée de Luis Fernandez à la place de Sosé blessé. Il réalise là son rêve, jouer avec l'équipe de France dans son pays natal. Et puis le grand retour d'Éric Cantona qui relève de blessure. Moi, depuis 2 ou 3 matchs, je suis beaucoup mieux, physiquement, techniquement, j'arrive à mieux me concentrer. Donc je reviens à mon meilleur niveau. Et pour ce qui est du match de Séville, je sens bien le groupe, tous les joueurs sont en forme, sont bien physiquement, mentalement. Cantona épaulera Jean-Pierre Papin, fer de lance de l'équipe. Un Papin super buteur, on l'espère, pour le plus grand plaisir de ses admirateurs. À l'image peut-être de ce dernier France-Espagne au Parc des Princes, Papin dans ses œuvres et une victoire tricolore, 3-1. FR3, une nouvelle fois primé au Sportel de Monaco. John Frankenheimer et Pelé ont remis le podium d'or à nos amis Adolphe Drey et Patrice Belot. Adolphe Drey, dont vous appréciez, j'imagine, la superbe barbe, poivre et sel, pour le montage sur les championnats du monde féminin d'escrime. Voilà le réalisateur qui a monté ce superbe film. Plein d'émotions sur ce championnat du monde féminin d'escrime. Voilà, fin de cette édition. Le prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est à 22h40, soir 3 présenté par Marc Hautemont. Et dans quelques secondes, la météo complète de Florence Clap. Bonne soirée sur la 3, bon week-end à lundi 19h. Bonsoir. Bonsoir.